Préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans sa province, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons, qui s'est trouvé en mission à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a regagné sa contrée en véhicule par la cité minière de Kakonda, où des bandits à main armée venaient d'ôter la vie à un père de famille lors de leurs opérations de vol. Une situation qui venait de plonger cette population de la cité de Kakonda dans une colère énorme. Papa Solution, Richard Muyej Manguez-Mons, comme la population l'appelle, est venu trouver de voies et moyens pour bouter hors d'état de nuire ces inciviques qui troublent l'ordre public et qui créent de la panique et la désolation. Dans cette salle du cercle de Kakonda, toutes les couches des populations de cette cité minière sont présentes pour présenter leurs doléances auprès de Richard Muyej Manguez-Mons, mais également lui soumettre des pistes de solutions pour renforcer la sécurité de cette cité en collaboration avec la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, d'où la présence dans cette salle du général de la PNC Lualaba, du représentant du numéro 1 de FRDC Lualaba, du REDOC de l'ANR et du directeur provincial de la DGM. Les chefs coutumiers, les jeunes, les regroupements et mouvements des femmes et hommes ont été associés à ce dialogue qui a connu aussi la présence de l'honorable député élu du territoire de Luboudi, de Delengue, du ministre de l'Intérieur provincial Boniface Condé et celui des Finances Achille Mouteteke. La psychose créée par les taux de criminalité qui semblaient s'accentuer. On a échangé, on s'est rendu compte que tout le monde était conscient et engagé à combattre cette criminalité. Et j'espère que nous allons arrêter ces fléaux. C'est notre responsabilité. J'étais absent de la province et quand j'arrive, c'est une priorité pour moi. Je devais commencer par ici. 2 jeeps 4x4 ont été remises à la population de Kakonda pour renforcer la vigilance et la sécurité de cette cité et pour permettre l'accessibilité dans des lieux reculés où les véhicules ne peuvent franchir. 10 motos en provenance de Colosie devront s'ajouter à cet effectif de charrois commis à la police locale. Compatissant avec la famille éprouvée, Richard Muyej Manguez-Mons, l'homme au grand cœur, est allé consoler une famille qui venait de perdre leur père, tué par des bandits à main armée. Papa kabajibu shina na makuta sombe yole kopale yulo na ujishaka tatosha makuta wapi. Bien avant de se rendre à Fungurume, cette nouvelle commune de la province du Lualaba, où la population locale attendait en guise d'espoir aux multiples problèmes qu'elle rencontre, notamment liés à l'insécurité dans cette contrée. Sous des acclamations nourries, chants et cris de joie. Voilà les éléments qui caractérisent l'accueil de Papa Solution, Richard Muyej Manguez-Mons, dans cette salle de spectacle de Tenke Fungurume, comme à Kakonda. Le gouverneur, mettant de côté sa fatigue du long voyage qu'il venait de faire, a rassuré cette population locale de la volonté de son gouvernement provincial à assurer la sécurité des populations du Lualaba et de leurs biens. Une sécurité qui ne devrait être possible qu'avec la complicité aussi des populations locales qui doivent dénoncer des cas suspects le plus vite possible auprès des autorités compétentes. Cette tribune populaire a permis à Papa Solution et sa délégation de palper des doigts certaines réalités qui, selon la population locale, favorise l'insécurité dans cette zone de Fungurume. Des pistes de solutions ont été proposées et le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons a également remis 2 jeeps 4x4 pour renforcer la sécurité locale et 10 motos. Pour clore ce dialogue avec toutes les couches des populations de Fungurume, les élèves finalistes des écoles de cette commune et des environs du territoire de Luboudi ont remercié le premier citoyen de la province du Lualaba pour avoir payé tous leurs frais de participation aux épreuves de l'examen d'État, édition 2018-2019. C'est aux alentours de 21 h que le périple de Papa Solution, Richard Muyej Manguez-Mons, a pris fin. C'est pour dresser l'état des lieux de la santé du Lualaba qui s'organise un atelier sur la revue annuelle. Plusieurs médecins des différentes zones de santé de province sont présents. Le directeur provincial de la santé, Gérard Mwambou, revient sur l'essentiel de ces assises. Cette revue qui s'organise,
C'est une revue qui permet au secteur de la santé de la province du Lualaba, donc en d'autres termes, qui permet au secteur, à la province du Lualaba de dresser l'état des lieux de la santé de la population dans cette province. Toutes les zones de santé de la province sont ici présentes et aussi il y a les partenaires techniques et financiers qui apportent leur appui dans les zones de santé, et les bailleurs des fonds qui apportent les financements, mais aussi les cadres du ministère de la Santé et certains services connexes à la santé, parce que vous le savez très bien qu'il y a aussi des problèmes de santé que la santé seule ne peut pas résoudre, qu'il faudrait les autres secteurs. À titre d'exemple, quand nous parlons de choléra, ce n'est pas seulement la santé qui doit résoudre ces problèmes. Il faudrait qu'ils puissent travailler avec ceux du ministère de l'énergie, travailler avec la régie des eaux, d'autres secteurs qui puissent aussi contribuer à permettre la résolution des problèmes de santé récurrents et prioritaires qui se posent dans la province du Lualaba. Le médecin ont exposé leur revue annuelle. Pour Dona Kalala, coordonnateur provincial du programme national, le problème des nutritions est réel et sollicite la disponibilité des intrants. On peut retenir de ce que nous venons de présenter que réellement le problème de nutrition pose. C'est un problème sérieux au niveau de la DPS parce que nous avions beaucoup d'enfants qui se présentent dans les structures pour une prise en charge. Ces enfants-là doivent nécessairement être pris en charge qu'avec les intrants nutritionnels. Mais au niveau du programme, à un moment, nous rencontrons des difficultés par rapport à la disponibilité des intrants, par rapport à l'approvisionnement, à la formation, même à la couverture que vous venez de voir qui est très faible. Tous ces médecins souhaitent à ce que, à la fin de cet atelier, leurs recommandations soient prises en compte en vue d'améliorer l'état sanitaire du Lualaba. Ces paroles ressortent d'une interview accordée sur France 24 et Radio France Internationale ce lundi 6 mai 2019. Moïse Katumbi Chapwe, coordonnateur de la plateforme Elamuka, promet de faire une opposition républicaine au régime tshisekidista. Moïse Katumbi va rester dans l'opposition, mais une opposition républicaine. Cette opposition, on va condamner là où il faudrait condamner, on va féliciter là où il faudrait féliciter, on va donner des conseils et des solutions aussi. D'après Katumbi, il aura félicité le pouvoir ou à condamner le régime tshisekidiste à chaque fois qu'il le faudra. Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire, par exemple la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là. Signalant que Moïse Katumbi est le coordonnateur de la coalition Lamuka pour les 3 prochains mois. Les marchands et marchandes du marché Tiamanzaka, situé au croisement de l'avenue Kassombo et la nationale numéro 39, plaident pour la réhabilitation de leur lieu de négoce par l'autorité compétente. À les en croire, les marchands paient la taxe presque chaque jour de leurs activités, mais sans rien bénéficier au retour, c'est-à-dire les 10 marchés Nani Hangar, moins encore une fondation de celui-ci, ont-ils souligné. Tiamanzaka ashituripi yake juu ya nini kitansi tuko naripa pamana bakunsoko munene bamusite manika ukushie abatuyu wake papa muyeji mambo yote anafanyaka tunayuwaka. Nonobstant ces cris d'alarme, les usagers de l'avenue Kassombo crient au secours auprès des décideurs d'agrandir cette avenue afin d'éviter les accidents de circulation devenus monnaie courante. Mvumbi na pita. Faut kutengenezwe kwa barabara, maksida fanyika njoo mvumbi. Na bantu tunapata mamalari ingine kukupicha kumvumbi, mvumbi napita. Batoto bena lukula, bantu bena lukula, mamalari na. Il s'y a signalé par ailleurs que les travaux amorcés à ces coins de la ville d'Écolosie sont aux arrêts depuis quelques jours, chose qui n'enchante pas la population victime de plusieurs maladies. Les hommes et les femmes de ces quartiers plaident aussi pour le renforcement des mesures sécuritaires.
La journée internationale des orphelins du sida est célébrée le 7 mai. Cette journée a été instituée depuis 1989 par l'association François-Xavier Bergmund. Ceci dans l'objectif de soutenir les orphelins du sida et appuyer les familles et les communautés qui les prennent en charge. La prise en charge des orphelins du sida, pandémie du siècle, constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. Insérer les enfants du sida dans la société, leur permettre de ne pas être la proie facile pour la délinquance, la prostitution ou la drogue. Cette journée devrait donc se pencher aussi sur les moyens humains et matériels afin de répondre aux attentes de cette maladie du siècle. Au niveau national, cette journée a été célébrée par l'ONG La Main sur le cœur et au niveau local, aucune manifestation n'a vécu. Le 7 mai de chaque année, c'est la journée mondiale des orphelins du sida. Cette journée a vu le jour en 2002 dans le but de sensibiliser sur la détresse des millions d'enfants impactés par les sida. À Kolwezi, aucune manifestation officielle observée à l'occasion de cette journée. Effectivement, cette journée, le 7 mai, chaque année, on commémore la journée des enfants atteints du VIH vulnérables. Mais par rapport à notre province, cette journée n'a pas été organisée. Il est organisé par structure de mise en œuvre. A noter que plus de 300 orphelins nés avec les sida vivent à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et sont occupés par le programme national multisectoriel de lutte contre les sida. Cette journée est plus qu'intéressante. Les orphelins du sida sont occupés, sont pris en charge par des structures. Il y a des structures de mise en œuvre, comme je l'ai dit, parce que nous, c'est une coordination et, disons, c'est un organe de suivi, évaluation et de coordination des activités de lutte contre le VIH-Sida. Il y a des structures de mise en œuvre qui s'occupent des enfants vulnérables. Il y a des structures qui s'occupent à la nutrition, qui s'occupent de la scolarité, qui s'occupent de leur encadrement, disons, socio-économique. Il est aussi à noter qu'à Kolwezi, les difficultés sont énormes. Oui, les orphelins du sida sont plus que délaissés après la mort de leur géniteur. Un atterrissage d'urgence spectaculaire qui s'est soldé par la mort de 41 personnes. Cela s'est passé ce dimanche sur le tarmac de l'aéroport Sheremetyevo à Moscou. 37 personnes ont survécu, mais 2 sont hospitalisées dans un état grave. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes et une enquête a été ouverte. C'est quelques minutes après son décollage à destination de Mourmansk que l'appareil de la compagnie russe Aeroflot a fait demi-tour après avoir émis un signal de détresse pour des raisons encore inconnues. L'appareil tente alors un premier atterrissage, mais c'est un échec. Le second sera le bon, mais le train d'atterrissage frappe le sol, puis l'avion s'enflamme. Les réservoirs sont pleins, l'avion s'embrase très vite. L'aéroport est alors brièvement fermé, les autres avions redirigés. Il voulait qu'on se pose à Domodedovo, mais le capitaine nous a dit que c'était à cause des conditions météo. Au bout de 15 minutes, on a finalement atterri à Sheremetyevo et on a appris la tragédie. L'enquête criminelle qui a été ouverte va porter sur les éventuelles violations des règles de sécurité, mais certains témoignages de passagers et de membres d'équipage expliquent que l'avion a été touché par la foudre. L'appareil, un Superjet 100 du constructeur Sukhoi, a été mis en service l'an dernier et a été révisé en avril dernier, a fait savoir Aeroflot. Venus déposer quelques fleurs et des bougies, ces habitants de la région de Moscou improvisent un mémorial pour rendre hommage aux victimes du crash de l'avion de ligne Sukhoi. Au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes, l'heure est au recueillement et à la recherche d'explications. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées et transmises aux autorités qui ont ouvert une enquête. La carcasse de l'avion, totalement calcinée, est elle aussi analysée. Elle pourrait délivrer de précieuses informations aux enquêteurs. L'appareil allait très vite et il était lourd à l'atterrissage. Il a heurté la piste très fort. Selon une des pistes privilégiées, cet impact aurait forcé les trains d'atterrissage à rentrer dans les réservoirs de carburant. La question à laquelle nous devons répondre est de savoir pourquoi la vitesse d'un avion aussi lourd était aussi élevée et pourquoi l'impact a été aussi violent.
Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer cet impressionnant atterrissage d'urgence. L'une d'entre elles met en cause la foudre qui aurait touché l'appareil et fait perdre au pilote une partie du matériel de bord. Rescapé de l'accident, ce dernier affirme avoir perdu le contact radio et avoir dû atterrir dans la précipitation. Fini la découverte de matériel moderne d'athlétisme que sur le lieu des compétitions internationales. Sur fonds propres, le comité exécutif fédéral a acquis des chronos électroniques, de poids, disques et javelots et d'autres matériels pour décomplexer les léopards d'athlétisme. Cette année 2019 sera émaillée de plusieurs compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Nous avons pensé, avec le concours de tous les comités exécutifs et non sociétaires, de pouvoir doter nos athlètes de matériel neuf et nouveau. Nous avions constaté lors de notre déplacement en 2016 en Afrique du Sud et puis aux États-Unis que nos athlètes étaient un peu complexés. Et raison pour laquelle nous avions pensé contacter la maison Casal Sport en France pour pouvoir doter nos athlètes de ces matériels. Nous allons donner ces matériels à toutes les ligues de la République. Kinshasa n'est que la capitale. Nous avons Ligue du Katanga, nous avons Congo central, nous avons. Bref, ce sont les matériels qui seront au profit de tout le monde. Pour la directrice technique nationale, les matériels d'athlétisme utilisés en République démocratique du Congo en plein 21e siècle datent de 1994. Au grand plaisir des entraîneurs représentés par le directeur technique provincial de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa, Hugues Mafo Chiinga. Ça arrive, on ne peut même pas dire ça arrive au bon moment, ça arrive au bon point. Donc en tant que technicien, je m'estime très heureux de me retrouver dans un milieu professionnel régi par des matériels professionnels. Donc un coup de chapeau à la fédération d'avoir pensé en ces termes-là. Donc ça n'arrive pas à beaucoup de fédérations, donc la plupart des fédérations acquièrent des dons soit de la Confédération internationale lors de l'organisation d'un championnat. Et la plupart des provinces manquent de matériel. Déjà, ça nous posait des problèmes lors des regroupements nationaux. On aura déjà entamé un autre processus de programme d'initiation ou de formation ou de mise à niveau de cas techniques au niveau de l'intérieur. On estime déjà, on vise les Jeux Olympiques en 2020 et à faire une bonne figure aux Jeux africains au mois d'août. L'échantillon porté à la presse n'est qu'une partie de 2 tonnes de matériel acheté.